J'aime bien souffrir, mais jusqu'à une certaine limite quand même. Je pense qu'on est tous comme ça. Et je prends beaucoup plus de plaisir sur de la longue distance parce que j'arrive à gérer cette notion de seuil qu'on peut avoir dans le sport. Et donc naturellement, en fait, je me suis orientée vers ce vers quoi j'étais à la fois bonne et à la fois où je me sentais bien quand je faisais l'épreuve. Le point commun de tous les entrepreneurs, quel que soit leur secteur, quel que soit leur milieu, quel que soit leur niveau, c'est que tu te lèves le matin, tu sais pas ce qui va t'arriver dans la journée. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Maude Baudier est une serial entrepreneuse et une sportive d'endurance. Féministe et très active, elle est ce genre de personne qui font bouger les lignes. C'est elle qui est notamment à l'origine des Bornés, la communauté sportive inclusive qu'on ne présente plus, et qui a également lancé Smatchy, le blablacar des sportifs qui vous permet de trouver facilement des partenaires d'entraînement à côté de chez vous. Bref, Maude, c'est une femme d'action et de mouvement qui aime les défis. Dans cet épisode, on parle d'un Ironman qui ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, de régime végétarien et de l'envers du décor dans l'entrepreneuriat. Je vous souhaite une excellente écoute, mais juste avant ça, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont décidé de soutenir financièrement les frappés via la plateforme Tipeee. Chaque euro contribue à couvrir une partie des frais de fonctionnement du podcast et nous permet de nous rapprocher un peu plus de l'indépendance totale des frappés. Si vous aussi vous souhaitez soutenir le podcast, alors rendez-vous sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, tipeee/les-frappés.com. Le lien est en description. Merci à vous. Est-ce que tu sais quelle est la dernière application que j'ai installée sur mon iPhone? Ah bah, j'espère que ça va être Smatchy. Absolument, c'est Smatchy. Bien vu, bien vu, bien vu. Je connaissais pas et pour tout te dire, c'est un peu, franchement, c'est l'appli que j'attendais, j'ai l'impression, parce C'est pas que, vrai. Bah, écoute, très tu bien. connais, est-ce que tu connais Meetup? Oui. Et ben Meetup, il me semble, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a quelque temps, avant que enfin qu'il y a quelque temps, qu'il y a 10 ans en fait bientôt, il me semble qu'ils proposaient l'organisation d'events et que c'était, gratuit, accessible à tout le monde et j'ai pas trouvé ça Mmh. la dernière fois que j'ai installé l'appli. J'ai l'impression qu'il y a un gros paywall qui a été mis en place, genre, si tu veux organiser un event, faut payer en fait maintenant, donc j'ai arrêté de l'utiliser et donc je suis très content d'être tombé sur Smatchy et j'ai créé une activité pour ce week-end à Aix, donc on va voir, Trop s'il y a des bien. gens Tu me qui diras s'il y a tombent des dessus. personnes qui se sont connectées Ouais, et je te dirai. après on a pour l'instant que 400 utilisateurs, donc c'est encore vraiment les balbutiements, on commence tout juste. Mais il faut pas lâcher, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis aux gens, s'il y a personne la première fois ou la deuxième fois, ça veut pas dire qu'il y en aura pas la troisième. Ça se trouve, les gens qui sont sur, ta ville, ils sont juste pas dispo ce week-end, tu vois? Ça Ouais, arrive aussi. carrément, carrément, carrément. En tout cas, je compte bien persévérer Trop bien. et écoute, je suis ravi de te recevoir pour cet épisode, qui s'annonce, j'imagine, très orienté entrepreneuriat, sport, entrepreneuriat dans le sport, mais pas que. On va sans Oui. doute ouvrir plein de portes, à droite et à gauche comme d'habitude. Merci beaucoup à Sébastien pour la mise en relation du podcast, Parlons de votre mental. Merci beaucoup pour ça. Maude, bienvenue encore. Et ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par nous expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Avec plaisir. Moi, je m'appelle Maude Baudier. Je suis ce qu'on peut appeler une serial entrepreneuse, je pense, puisque j'ai déjà 3 entreprises à mon actif dans le monde du sport. Alors pour le coup, moi, c'est un peu ma grande passion, même si, des idées, j'en ai dans d'autres domaines, j'ai tendance à les lancer dans le sport. Et en parallèle de ça, je suis donc assez naturellement et assez logiquement sportive, triathlète et j'ai plutôt tendance à m'orienter vers les longues distances puisque j'ai, naturellement un corps qui est plus, endurant qu'il n'est rapide. Quand tu dis longue distance, c'est des formats plutôt label Ironman, j'imagine?
C'est ça exactement. Dernièrement, j'ai plutôt tourné sur le 70.3 puisque, j'ai pas le temps de préparer un full. C'est quand même une sacrée organisation et j'en ai déjà fait un, donc j'ai conscience de ce que ça demande. Et l'avantage du 70.3, c'est que je peux encore y aller de façon assez, spontanée sans trop de prépa, ça passe. J'oserais pas trop le faire sur un full pour le coup. Je vois. Excellent. Et donc ces 3 entreprises, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous les présenter peut-être en une phrase, chacune? Bien sûr, la première, je l'ai créée en 2017. Ça s'appelle Print Your Race. Un e-commerce, pardon, qui te permet d'appliquer en fait tes courses à un design. Donc, imaginons tu as fait le marathon du Luxembourg, je ne sais pas, imaginons, et tu as envie d'avoir un tracé parce que tu as fait ton record sur cette course-là et tu veux l'afficher chez toi parce que tu es super fier de toi. Et ben, tu as la capacité d'aller sur le site. Si le tracé existe déjà, tu as juste à faire une commande. C'est hyper simple. S'il n'existe pas, tu fais une demande graphique et on va réaliser le tracé selon tes choix. Ça peut être différents types de styles ou de couleurs. Le deuxième projet, c'est Les Bornés. C'est une application qui a pour objectif de mettre en place des rides et des sorties sportives pour les personnes qui aiment le vélo et le cyclisme et le triathlon. On est plutôt orienté autour de la place de la femme, c'est-à-dire que mon gros motto, c'était de mettre plus de femmes sur des tris, de mettre plus de femmes sur des épreuves de vélo. Mais la communauté au sens large, elle est mixte, donc on a énormément d'hommes qui participent. Et c'est des organisations de ride dans différentes villes de France par des ambassadeurs qui portent le projet. Et le troisième projet qui est inspiré des bornés, c'est pour le coup une application mobile qui est utilisée par les bornés. C'est pour ça que je tendance à dire que maintenant les bornés est une application et qui permet de se retrouver pour faire du sport entre personnes passionnées. Ça s'appelle Smatchy et on élargit là beaucoup plus puisque on y retrouve en effet le cyclisme et la course à pied, mais il y a aussi le tennis, le padel et à terme on va rajouter des sports. Génial. Génial, punaise, 3 boîtes en finalement, assez peu de temps, en quoi 6 ans entre, la C'est création ça. de Print Your Race et Smatchy. Elle te vient d'où, tu penses cette fibre entrepreneuriale? Oula, de plein de choses. Je pense que déjà je suis une hyperactive, à la fois physique et cérébrale, donc je pense que les idées viennent par le fait qu'à chaque fois mon cerveau tourne sur plein de choses et que, bah, naturellement ça finit par, créer une opportunité de business. Il y a aussi l'environnement. J'ai eu la chance de grandir dans un environnement où mes parents ont été éduqués à l'américaine, donc plutôt à l'anglo-saxonne, où you can do it. Tu vois, et forcément, bah, j'ai grandi avec ce mantra du fait que je pouvais réaliser les choses pour lesquelles j'ambitionnais de réussir. Et je pense que tu fais un combo un peu de tout ça. Ça crée un profil un peu plus entrepreneur que les autres, peut-être. Et donc à quel moment est-ce que ça a été, un peu une évidence pour toi que ton parcours, pro, ça allait être celui d'une chef d'entreprise? C'est un concours de circonstances, pour être totalement honnête avec toi, puisque de mon côté, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été salariée, comme tout le monde, au début de ma carrière. Et j'ai eu des expériences pas très sympas, pour être honnête, qui au fur et à mesure m'ont fait me questionner sur le monde du travail, sur la relation manager-manager, sur beaucoup de choses, sur l'intrapreneurship qui, d'autant plus à l'époque, existait très peu. Et le concours de circonstances a fait que j'ai vécu un burn-out qui a été assez compliqué à gérer parce qu'en fait, je connaissais l'entreprise dans laquelle j'étais et je savais que leur politique était pas très douce avec ça. Et que, bah, à partir du moment où tu commençais à décrocher, il y avait une grande chance que tu sois viré. Et donc, il a fallu que je fasse un choix entre décrocher pour ma santé et reprendre soin de mon corps, de mon mental, de tout ça, ou continuer à m'acharner à travailler comme une dératée, mais potentiellement me mettre en danger. Et dans l'un, je risquais d'être virée, dans l'autre, je gardais mon job. Et ça a été un peu, je pense, un déclencheur de mon côté, parce que bah, j'ai choisi le corps et la santé. Et ça a été un déclencheur de me dire, est-ce que tu peux pas juste tout avoir en fait? Est-ce que tu es obligé à chaque fois de sacrifier une partie de toi pour avoir un épanouissement complet professionnel? Et l'entrepreneuriat semblait être la bonne voie parce que tu peux réguler quand vraiment t'en peux plus, parce que l'avantage c'est que tu es ton propre patron. Mais en même temps, quand tu as des pics de forme et que tu peux y aller à 2000%, t'as pas de blocage en fait. C'est toi qui va pouvoir ouvrir la voie euh, et sur tous les sujets, que ce soit la créativité, le temps de travail, les lieux où tu travailles. Enfin, il y a énormément de choses qui m'ont attirée dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est clair que cette liberté, en tout cas cette flexibilité que ça apporte, pour être dedans depuis, fin 2021 moi aussi, dans l'entrepreneuriat, c'est carrément, séduisant et
moi, j'aurais tendance à dire qu'une fois que tu as goûté, c'est quand même très, très compliqué de revenir dessus. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu te verrais là aujourd'hui retourner dans le salariat? Non, pas du tout. C'est affreux, mais en fait, je pense que tu as acquis une certaine liberté de penser, une certaine liberté d'agir qui est très difficile à remettre dans un contexte où tu vas avoir un management et où en fait, parfois, on va dire: «Bah non». Et tu es Ouais. là: «Bah si, en fait, j'ai envie de le faire, je trouve ça génial» et non, j'aurais du mal. Après, je pense que maintenant, il y a de plus en plus d'évolution sur ce sujet-là, où tu peux trouver ces rôles un peu hybrides, où tu vas peut-être faire partie d'une structure, mais avoir ton propre projet, ton propre budget, et cetera. Ce qui peut être peut-être la solution bis ou l'intermédiaire entre les 2. Mais à date, je me verrais pas retourner en salariat, non. Mmh. Bon, pour autant, il y a aussi des challenges, à être entrepreneur. Le premier, en tout cas que personnellement je vois, c'est évidemment l'aspect financier, que ce soit la stabilité, la régularité des revenus, ou juste le fait de pouvoir se payer. Ça pour toi, comment est-ce que enfin j'imagine que il y a les histoires sont différentes avec les 3 boîtes que tu as créées, mais globalement, comment est-ce que toi, tu l'as pris en compte au moment de te décider à partir sur l'entrepreneuriat? Est-ce que déjà tu l'avais en tête que, bah, oui, tu allais gagner en confort d'un point de vue, disponibilité, flexibilité et cetera, mais que, bah, financièrement, il fallait aussi accepter de laisser peut-être quelque chose, de plus stable, derrière soi? Et puis si tu en avais conscience ou pas d'ailleurs, bah, comment ça s'est passé par la suite? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à voilà, te recréer les conditions, des conditions assez proches de ce que tu avais dans le salariat? Financièrement parlant, je veux dire. Alors, moi, j'ai eu une chance, assez importante, c'est que j'ai travaillé très jeune. J'ai toujours travaillé dès lors que j'ai été majeure, même si j'étais en études supérieures, et je n'ai quasiment pas je crois que j'ai eu un mois de chômage entre 2 expériences parce que c'était la transition qui faisait qu'ils avaient pas besoin de moi avant telle date et que mon préavis se terminait à une autre date, mais j'ai quasiment pas été au chômage. Donc quand je me suis mise entrepreneur, naturellement, j'avais mes droits de chômage qui étaient assez importants, assez conséquents, et qui m'ont quand même permis de pouvoir, subvenir très largement à mes besoins, pendant toute la le début de ma carrière entrepreneuriale. Sachant que j'ai toujours gardé en parallèle une activité qui me permettait d'avoir un revenu, même s'il n'était pas fixe et régulier, mais un revenu quand même extérieur au chômage. Donc j'ai commencé en même temps de ma carrière entrepreneuriale à devenir prof en école de commerce, en Ah, trop bien. marketing et en marketing digital et je le suis toujours. Ça n'a pas changé, j'ai toujours des suivis, alors avec différentes écoles. C'est ce qui me rémunère encore à date, c'est-à-dire que je n'ai pas encore la chance de pouvoir me payer moi. J'ai pendant très longtemps payé des salariés sur les bornés, sans me payer moi. Le post-Covid a été assez douloureux, a beaucoup, touché l'entreprise pour être honnête et donc bah, je me suis séparée de mes salariés et à date pour l'instant, je suis plutôt sur une refonte en fait du business model, retravailler aussi, la trésorerie et la façon dont on gère un petit peu les flux, et me payer n'est pas pour l'instant la priorité. Il n'empêche que oui, c'est tout à fait l'objectif, bah, pour être honnête, totalement de 2024 parce que, bah, l'idée, ce serait aussi de se dire au bout de 6 ans que je puisse avoir, ne serait-ce qu'un SMIC pour commencer, et qui permettrait aussi d'apporter une certaine, sérénité par rapport à mon approche de l'entrepreneuriat, puisque tout ne peut pas toujours tout dépendre de missions externes. Ouais. Tu dirais que cette, instabilité relative, on va dire relative, hein, financièrement parlant, est-ce que c'est quand même compensé par tout le bénéfice qu'apporte la flexibilité dont on parlait un peu plus tôt? Ou est-ce que tu as eu parfois des moments, de doute où tu te disais: «Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester, salarié et de recevoir, tu vois, tous les mois la même somme, que ce soit bien cadré et Mmh. cetera, même si le job était pas parfaitement, épanouissant?» On a tous des moments de doute. Franchement, celui qui me dit qu'il ne doute Merci, pas ça quand me il est pas rassure. payé, j'y crois pas une seule seconde. Quand tu pas de salaire à la fin du mois, que tu as plein de moi j'appelle ça plein de feux à gérer. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de faire pompier, 80 de mon temps, et que, en plus de ça, il suffit que ce jour-là, tu es à la fin du mois, tous tes potes sont payés, on te propose un truc super et tu fais: «Bah, je peux pas, j'ai pas les moyens». Il y a des gros moments quand même où tu te poses des questions. Je pense qu'il faut toujours se raccrocher au why et est-ce que tu crois toujours au why? Et à partir du moment où en fait tu ne crois plus dans ce que tu fais, c'est peut-être le moment où il faut vraiment que tu te poses des vraies questions. Mmh. Après, et ça c'est un point qui est extrêmement difficile à aborder en France parce que on demande énormément aux entrepreneurs, sans pour autant leur permettre de se financer ou leur permettre d'être
extrêmement sécures passer leur droit de chômage, pour être honnête. C'est vrai que j'ai vu beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs qui étaient en dissonance, c'est-à-dire des entrepreneurs qui vont dire bah ouais, mais moi en fait il faut que je mange, j'ai un loyer à payer, j'ai des charges, donc bah je vais prendre un side project qui va être peut-être en freelance et je vais être payé à côté. Et j'ai vu des actionnaires disent non mais qui disent c'est n'importe quoi, Ouais. faut que tu sois à 100% sur ton job. Et en fait bah ouais, mais tu réponds avec ton avis confortable de personne qui a très probablement beaucoup d'argent et qui peut d'ailleurs investir de l'argent chez les autres. Et tu dis ça à quelqu'un qui à la fin du mois compte les euros pour savoir s'il peut aller s'acheter une place de cinéma pour aller voir un film avec ses potes ou pas. Bon, il faut remettre le contexte. Donc c'est vrai que c'est compliqué et je pense que on sous-estime énormément l'impact de cette notion de trésorerie sur les entrepreneurs et d'autant plus en France parce que bah, c'est vrai que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus facile de lever des fonds, tu es beaucoup plus facilement financé et donc naturellement, bah, l'entrepreneur, il se paye un salaire. Donc Ouais. forcément, il est à 3000%. Bah oui, il peut être à 3000%, il a un revenu à 5000 euros par mois. On serait tous à 3000% avec un revenu à 100 000 euros par mois. Ouais, c'est clair. C'est clair que la charge mentale que tu t'enlèves à partir du moment où tu sais que tu peux te rémunérer, enfin que financièrement il y a plus d'enjeu, je pense que tu le retrouves partout. Moi, j'ai eu une expérience entrepreneuriale qui a été assez courte, fin 2021 jusqu'à mi-2023. Et je le vois, tu vois, il y a plein de décisions qu'on prenait où finalement le critère prédominant c'était ah mais si on fait ça, ça va être quoi l'impact sur tu vois, le délai La entre le trésorerie. moment, ouais c'est ça, et puis la trésorerie, et puis le moment où on pourra enfin se payer, parce que là ça devient vraiment très très chaud quoi. Et en fait bah oui, je suppose que si tu t'enlèves, si on avait réussi à s'enlever enfin à retirer cet élément financier de la complexité de la chose, ça aurait été bien plus simple et bien plus agréable, je pense. Mais bon, Bien sûr. Et c'est très souvent oublié. ouais, ouais, C'est très compliqué et c'est très compliqué parce que tu as des dissonances entre tes clients qui te demandent du succès, qui te regardent en fait à la loupe et qui vont juger tout ce que tu fais sans même savoir. Moi, j'ai déjà eu le cas de gens qui pensaient que j'étais rémunérée avec mes projets et qui disaient que je gagnais trop bien ma vie. Alors là, ah j'avoue ouais, que moi, ça m'a fait tomber des nues. Je mais c'est un délire. Juste parce que j'avais été invitée par un ami en vacances dans un super club et que, bah, en fait, j'étais invitée. Je n'avais pas payé. Et comme il n'avait pas l'information, bah, il critiquait et j'étais là, mais vous n'avez aucune conscience de ce qu'il y a derrière. En fait, je suis juste invitée. C'est un ami qui sait que de toute façon, j'ai pas les moyens de me payer des vacances, donc il m'a fait venir. C'est comme si t'avais un copain demain qui a une superbe villa, je sais pas, à Nice, et qui t'invite et que tout le monde va dire, oh là là, t'es super riche. Non, j'ai été invitée par un super copain très généreux. ouais. Voilà. Aïe, aïe. Pour prendre un peu de recul du coup par rapport à toute cette aventure entrepreneuriale, donc on a bien compris, voilà, tu es quelqu'un qui aime bien être occupé, que ce soit dans le sport ou, de manière intellectuelle à travers, tes expériences, entrepreneuriales. Pourquoi, à quel moment est-ce que tu t'es dit: «Bah, l'entrepreneuriat, les projets que je vais monter, ça va être, autour du sport»? Alors au début tu disais que c'était plutôt une opportunité, mais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est toujours le cas avec, Smatchy, avec, les bornés, et peut-être demain avec, une prochaine boîte, je ne sais pas. Mais pourquoi entrepreneuriat, et sport? Qu'est-ce que c'est que tu as trouvé là-dedans qui semble te convenir? En fait, c'est vraiment une opportunité. Ma première entreprise, j'ai fait mon marathon, qui est le marathon de Paris. Et en fait, j'étais pas une grande fan des médailles que les gens accrochent au mur. Je trouvais pas ça joli. Et j'avais envie d'un truc à moi. Et donc j'ai pris ma palette graphique, j'ai dessiné le parcours, j'ai fait un petit encadré et le hasard a fait que bah, je l'ai posté sur Instagram, très fière de moi. Et des personnes m'ont contacté juste directement après en disant mais t'as acheté ça où? C'est génial, ça m'intéresse. Et je dis ah, bah, je l'ai pas acheté, je l'ai fait en fait. Et bon, la première personne, deuxième personne, 15e personne, 20e personne là-dessus, c'est pas possible, il y a un truc à faire. Et donc bah après c'est ça, c'est des personnes qui m'ont mis la puce à l'oreille de me dire mais il y a un marché en fait derrière tout ça. Et je suis la première d'ailleurs à l'avoir implanté en France. Maintenant, il y a beaucoup de concurrents, mais c'était tout nouveau à l'époque. Les bornés, c'est parce que j'ai pris un dossard pour l'étape du Tour, qui est une des épreuves du Tour de France. Et on m'a fait beaucoup de réflexions sur ma capacité à terminer l'épreuve. Et quand je creusais un chouïa bah, les personnes qui me faisaient ces réflexions, je me suis rendu compte que le problème n'était pas mon niveau, mais était ma condition de femme. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fait qu'il y avait très peu de femmes encore dans le cyclisme. On parle de 2018. Euh,
très peu de projets, très peu de médiatisation, très peu de tout. Et en fait, j'ai voulu monter un projet pour faire en sorte que les femmes se disent, mais je suis tout autant capable que les hommes, laissez-moi tranquille, si j'ai envie de le faire, je le ferai. Et c'est né comme ça. Et Smatchy, c'est via la communauté Les Bornés, comme te l'ai dit au tout début. En fait, on leur a posé beaucoup de questions pendant la période Covid parce qu'on ne pouvait pas organiser d'événements. Donc, quand tu peux rien faire, tu t'occupes. Et entre autres, nous, c'était des questionnaires. Et quand je leur ai demandé pourquoi vous venez nous voir, qu'est-ce qui fait que vous venez chez Les Bornés, la réponse prédominante, c'était j'aime pas faire du sport seul. Et en fait, ça m'a un petit peu. Je me suis dit, mais c'est débile, c'est le truc le plus bête du monde, en fait, de dire je veux pas faire Mmh. du sport seul. Non pas leur réponse est bête, mais c'est tellement facile à adresser. C'est un problème universel, ça touche toutes les générations, c'est vraiment un basique. Et pourquoi plus les bornés que les autres? C'était parce qu'on était visible, parce qu'on était accessible. Et je me suis dit, mais il est où le Blablacar du sport? Elle est où cette application qui te permet de trouver des personnes avec qui faire du sport quand tu as envie de faire un tennis ce week-end? Et je l'ai pas trouvé, ou j'ai trouvé des choses qui étaient plutôt sous format Tinder et ça me plaisait pas du tout. Et je me suis dit, mais il y a un truc à lancer. Génial. Génial. Ah, le pitch, il est assez puissant pour Smatchy, le Blablacar du sport. L'image, Ouais. je pense, ça parlera à tout le monde. Et entre le moment où tu allais, alors, même si c'était des opportunités, entre le moment où tu prends conscience de l'opportunité, tu vois, avec ces trois boîtes, et le moment où tu passes à l'action, où tu mets les choses en mouvement, il se passe combien de temps à chaque fois? Oh, moi, c'est affreux, ça peut être le lendemain. Je suis vraiment dans une hyper réactivité. Moi, il faut me calmer, en fait, c'est l'inverse. Après, concrètement, à partir du moment où le produit est disponible, et les délais se sont rallongés au fur et à mesure, parce que plus j'avance, plus les projets sont ambitieux. Print, je crois qu'en un mois, le site était disponible avec une quinzaine ou une vingtaine d'affiches déjà présentes et la capacité à générer des revenus avec tout mis en place. Les bornés, je pense que ça a dû prendre 4-5 mois, le temps de commencer à mettre en place le projet. Et Smatchy, c'est un travail de 2 ans. Donc, c'est Ok, pas la même chose entre l'idée et l'application dans les mains. ok. Et donc, Print Your Race, bon, bah, je pense que ça parlera à tout le monde. Globalement, tu achètes ton affiche. Smatchy, j'ai pas vu de pub, j'ai pas vu d'offre premium ou autre, mais je suppose que ça va finir par arriver. Par contre, les bornés, je veux bien que tu nous expliques enfin, en quoi consiste le business model. Voilà, comment tu en as fait une entreprise, plus que juste tu vois, un petit kiff, une asso ou ce type de format. Alors, je vais t'expliquer les business models des deux, des bornés et de Smatchy, parce que c'est assez particulier aussi, Smatchy. Pour les bornés, c'est extrêmement simple. On a trois sources de revenus principales quand on parle du B2C, c'est-à-dire des clients finaux. Le premier, c'est l'abonnement. C'est-à-dire que jusqu'à encore il y a quelques mois, l'abonnement n'était pas obligatoirement payant, mais comme maintenant Smatchy arrive et que Smatchy est gratuit, pour faire partie de la communauté Les Bornés, là maintenant, il va y falloir une cotisation. C'est 1 euro par mois, donc c'est 12 euros par an. C'est vraiment, on parle de l'ordre de la cotisation. Ouais. Mais c'est vraiment, je soutiens le projet. Et après, il y a des offres de plus en plus grosses qui vont jusqu'à avoir ton propre coach personnel. Donc, le membership a vraiment une granularité du hyper accessible à beaucoup plus développé. On a une ligne sur la partie produit. On a créé des tenues. Après, moi, j'ai une vision très éco-responsable et engagée, c'est-à-dire que mes tenues, je les renouvelle pas. J'ai le même design depuis 3-4 ans. Et c'est pas dans l'objectif de recréer des nouvelles collections chaque année. Je préfère que les personnes s'en achètent une fois, qui soit d'une qualité top et qu'ils n'aient pas besoin justement d'en racheter parce que le produit ne se dégrade pas et qu'ils vont être hyper heureux et hyper satisfaits plutôt que de créer des collections qui dans un an sont complètement défoncées parce qu'elles n'ont pas tenu les cycles de lavage. Et la troisième ligne, c'est là où pour le coup, il y a ce que moi je considère comme du repeat business, c'est les expériences. On a fait une premiumisation d'ailleurs cette année parce qu'on était plutôt sur un niveau concurrentiel face au club de triathlon et ça me plaisait pas trop de rester sur ce niveau-là. Et là, je suis partie vraiment sur des séjours où on te fait vivre une expérience, vraiment le Club Med du sport, quoi. Dans l'idée, ça parle à beaucoup de monde quand tu dis Club Med. Donc, mais le all inclusive où tu as des activités, pas que autour du sport, des ateliers, des conférences. Tu as des personnes qui sont là pour s'occuper de toi. Tu peux prendre des options complémentaires s'il y a des choses que tu veux, par exemple des massages ou des choses comme ça. On s'arrange pour faire en sorte que tu l'aies. Donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sujets et c'est vraiment un niveau de gamme un peu supérieur. Et là, mon but, c'est que chaque année, les personnes reviennent parce qu'en fait, elles repartent avec le sourire. Donc, elles ont envie de le refaire l'année d'après. Ok.
Sur la partie les bornés, on a une ligne parallèle qui est la ligne B2C, c'est-à-dire qu'on travaille avec des marques avec qui on crée des événements, des expériences, des communications. Donc ça peut être des opérations sur le terrain comme ça peut être 100% digital. Et ça représente quand même le gros de notre rémunération parce que finalement, en fait, les entreprises ont des budgets largement supérieurs aux individus, c'est normal. Et donc on a capacité à faire rentrer des plus gros volumes de cash à un instant T dans notre trésorerie à travers des collaborations corporate. Ça, c'est les bornés. Ok. Smartfish, c'est différent parce qu'en fait, comme tu as pu voir, donc l'application, elle est gratuite quand tu la télécharges. Il y aura en effet à terme des options premium, mais qui seront vraiment des options hyper pointilleuses. C'est-à-dire que si tu veux créer un groupe de potes de plus de 15 personnes, tu devras payer une option. Mais franchement, cite-moi quelqu'un qui a plus de 15 personnes qui font exactement le même sport qu'eux et qui Hmm. ont à peu près le même niveau. Voilà, on a mis quand même une barrière assez élevée. Après, voilà, c'est pour moi, si tu vas au-dessus de 15 personnes, c'est que tu as créé un club ou un groupe. Et donc, c'est normal que tu passes sur une version payante parce que tu es limite sur une version B2B. Tu plus forcément sur un usage B2C de madame tout le monde qui a envie d'aller faire du sport ce week-end et qui connaît personne et qui ensuite Super. va se créer son groupe de copines, voilà, en quelque sorte. Et donc le gros de notre rémunération se fait sur le B2B, où en fait, comme tu as pu le comprendre, certaines fonctionnalités comme la gestion de groupe, la gestion d'utilisateurs multiples, la gestion d'admin, etc., va passer à travers une formule qui sera adressée à des entreprises, à la fois pour leurs salariés, mais aussi pour leurs potentiels clients. Donc on cible aussi bien ceux qui veulent faire une démarche RSE en interne, comme ceux qui ont envie de vraiment s'engager dans le sport à travers leur réseau de clients. Alors, on pense très facilement à des grosses marques et des gros industriels dans le sport qui distribuent du textile ou de l'accessoire, mais ça peut tout aussi bien être des marques qui sont sponsors du rugby, du foot ou de n'importe quel autre sport et qui ont envie de créer un lien avec leurs clients en local à travers cette pratique sportive qui dénote totalement de leur cœur de métier. Hmm. Hâte de voir ça en tout cas pour ce match. Je te le disais en intro. Moi, je suis super content. Finalement, tu vois, je connaissais pas. Et puis, en allant préparer l'échange, forcément, j'ai creusé un petit peu, j'ai téléchargé l'appli et je me suis dit, c'est génial. C'est absolument. Au final, c'est ce que je cherchais pour essayer de créer un peu une communauté les frappés sur Aix-en-Provence. Donc, hâte Trop de bien, voir comment tout ça avec va se plaisir. développer. Yes. Si on bascule sur ta pratique du sport à toi, donc tu dis que tu avais plutôt, voilà, au fil des ans, eu cette tendance à basculer sur du long. Qu'est-ce qui t'a attiré sur ce format-là plutôt que des épreuves plus courtes, de sprint, peut-être un peu plus La intenses? souffrance. C'est vrai. Alors, Évidemment, quelle non question. mais dans le sens inverse, en fait. C'est-à-dire que moi, vraiment, tu me fais faire un 10 kilomètres, je suis au bout de ma vie. Mais vraiment, c'est affreux. Je souffre du début à la fin. Je prends aucun plaisir. Et donc, j'aime bien souffrir, mais jusqu'à une certaine limite quand même. Je pense qu'on est tous comme ça. Et je prends beaucoup plus de plaisir sur de la longue distance parce que j'arrive à gérer cette notion de seuil qu'on peut avoir dans le sport. Et donc, naturellement, en fait, je me suis orientée vers ce vers quoi j'étais à la fois bonne et à la fois où je me sentais bien quand je faisais l'épreuve. Mmh. Cette notion de peut-être, tu vois, de gestion de la alors je vais pas dire souffrance, mais plutôt de douleur dans la durée. En quoi est-ce que tu penses que ça t'aide ou en quoi est-ce que c'est complémentaire, en tout cas avec tes aventures entrepreneuriales? Moi, j'appellerais ça plutôt de la résilience. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouves dans le sport, d'ailleurs, de façon assez systématique, parce que tu es obligé d'être résilient pour pouvoir progresser, pour pouvoir aussi t'adapter à l'environnement, parce que parfois, je vais te donner un exemple tout bête, hein, mais tu prépares une course, c'est une course pour le plein mois de juillet, tu te dis, oh, il va faire chaud, machin, je prévois mon hydratation, je fais tout nickel, et tu te retrouves sur un gros jour de flotte, sorti de nulle part, où tu fais une hypothermie parce que tu t'y attendais pas. La résilience, c'est ça, tu vois, c'est de s'adapter, c'est de réussir à dire, bon, bah voilà, c'est pas comme prévu. Qu'est-ce que je fais maintenant pour faire en sorte que ça se passe pas trop mal? Et ça, tu le retrouves beaucoup dans l'entrepreneuriat parce que, in fine, je pense que le point commun de tous les entrepreneurs, quel que soit leur secteur, quel que soit leur milieu, quel que soit leur niveau, c'est tu te lèves le matin, tu sais pas ce qui va t'arriver dans la journée. Tu as Mmh. une petite idée quand même de ce que tu es censé délivrer. Tu as tes rendez-vous, tu as des choses qui sont fixes, mais il y a toujours une partie où tu te dis, bon, à quelle sauce vais-je être mangé aujourd'hui? Et c'est un petit peu le point d'orgue, je pense. Il y a un moment de sport en particulier,
qui a été pour toi vraiment marquant ou tu vois qui est aujourd'hui un peu un pilier, tu parlais de résilience, mais sur lequel tu t'appuies dans les moments peut-être plus challengeants de l'entrepreneuriat? Bah, je pense que toutes les épreuves de long que j'ai faites, ont cet impact. Après, c'est vrai que, l'Ironman que j'ai pu réaliser en 2019, qui a d'ailleurs été un grand exemple de résilience parce qu'ils ont coupé les distances et quand tu t'es préparé pour la distance complète et qu'ils t'annoncent 48 heures avant, bah, on coupe ou on annule et tu là: «Waouh!» Alors c'est un choix un peu affreux en fait parce que, bah, annuler, bah, ça veut dire que vraiment tu as tout fait tout ça pour rien, mais en même temps couper, tu vas avoir toutes ces personnes qui vont dire: «Ouais, mais tu pas Ironman». Et après, bah, tu fais la course et tu comprends pourquoi ils ont pris cette décision. Moi, je sais que sur cet Ironman, je crois que c'est plus de 27% de taux d'abandon. J'ai passé toute ma course à pied à voir des gens sur le bas-côté, les jambes en l'air, vomir, s'effondrer, avec la sirène des pompiers qui était en permanence, mais vraiment en permanence en train de sonner. Ils faisaient des allers-retours sur la prom et ça m'a choquée. Et j'ai compris qu'en fait, bah, ils avaient identifié, il faisait 41 degrés hein, sur la prom, donc il faisait très chaud. Et que bah, faire un marathon sous 41 degrés, c'est pas l'idée du siècle, hein, vraiment. Surtout quand tu as fait 180 km de vélo dans les montagnes avant et que tu t'es fait la natation encore avant. Donc, j'ai compris. Et la résilience, ça a été de s'adapter, de dire, bah, déjà, tu vas t'adapter aux allures parce que 41 degrés, je m'étais pas entraînée pour ça. Hein. C'est-à-dire que quand tu fais ta prépa, tu commences en janvier. Hein. Donc, tu as intérêt à savoir gérer ton effort. Et puis, c'est s'adapter à se dire, OK, j'aurais peut-être pas fait la distance complète, mais vois aussi la difficulté de l'épreuve et dis-toi que si ça avait été même ne serait-ce que 5 degrés de moins ou 6 degrés de moins, tu aurais fait la distance complète, ça aurait été le même degré d'effort en fait. Parce que ce que tu as dû mettre en Ouais. place et en œuvre pour réussir à finir sous 41, c'est l'équivalent de 5 degrés de moins sur la distance full, quoi. Et ça fait partie du jeu, en fait. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. C'est tu lances une application, alors tu m'as dit que bah, tu l'as téléchargée. Moi, l'application, je la trouve très, très imparfaite parce qu'il y a cette vision que j'ai du projet depuis 2 ans. Mais on m'a toujours dit, si tu lances un produit dont tu es fier, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et il y a une part de vérité et ça fait partie de la résilience de s'adapter, de dire, OK, bah, on va faire petit à petit, une marche par une marche et on va développer cette application pour qu'elle ressemble au projet générique. Mais si ça prend 2 ans de plus, bah, ça prendra 2 ans de plus parce que, bah, faut faire avec, les moyens du bord, la capacité de développement de ton équipe, ta capacité à financer cette partie-là, c'est ça, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat. Mmh. Ouais, c'est vrai que tu es en permanence en train de faire des arbitrages, c'est en fait, en permanence en train de décider ce que tu dois laisser sur le côté pour le moment et quand tu es quelqu'un C'est qui est ça. vachement dans l'action et orienté résultat, je trouve que c'est un exercice qui est vraiment difficile, bah, parce que si tu fais pas gaffe, bah, finalement, tu te concentres que sur ce que tu ne fais pas, alors qu'en réalité, il y a plein de choses que tu réalises à côté. Peut-être pas aussi vite et aussi bien et aussi rapidement que ce que tu voudrais de manière générale, enfin de manière globale, mais ouais, c'est un exercice que moi j'avais trouvé vraiment, difficile, Ouais. la prise de décision permanente, en fait. On s'y habitue, ça devient un réflexe, mais ça reste toujours la partie où, tu peux être le plus insatisfait, en fait, je Ouais, pense, en tant qu'entrepreneur. ouais. Et toi, l'app Smatchy, idéale, celle que tu imagines, elle ressemble à quoi? Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup plus de fonctionnalités, il y a beaucoup plus de sport. Il y a toute une interface B2B extrêmement poussée avec la capacité de gérer vraiment, une certaine granularité à la fois dans les événements proposés, dans les personnes qui le proposent, dans les services que tu peux retrouver. C'est ton tout en un, en fait. C'est-à-dire que mais au même titre que je pense que si on revoyait maintenant la première version de Blablacar, on se dirait: «Waouh, Ouais, compliqué». Parce qu'on en est maintenant habitué à une version extrêmement poussée, avec des fonctionnalités de plus, avec un réseau qui s'est développé. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit ton point de chute quand tu as envie de faire du sport avec quelqu'un. Et que après, on te centralise toute ta pratique sportive sur l'application. Que ce soit vraiment ton outil digital pour transpirer. J'ai souvent tendance à dire que j'ai créé un outil digital pour faire en sorte que les gens passent moins de temps sur leur téléphone. ouais, ce qui est ouais. Mais Tu top. vas passer moins de temps à aller chercher ton partenaire sportif qu'à transpirer. C'est un Ouais, peu l'idée. ouais. Nice, du coup, donc c'était quelle édition tu as dit? C'est 2019, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'Ironman? Donc ça faisait 1 an que les Bornés étaient nés. Comment tu avais fait, pour t'organiser, bah, justement pour cette prépa qui
typiquement une prépa Ironman qui est quand même assez exigeante d'un point de vue temps, surtout temps, énergie, même matériel, financier. Donc, comment tu avais fait à l'époque pour t'organiser un an seulement après la création des bornés? Euh, Ah, mais ça a voilà, été rude. C'est aussi pour ça que je le refais pas, d'ailleurs. C'est que le plus dur a été la prépa. L'épreuve, j'ai adoré, et c'est pas pour l'épreuve que je le refais pas. C'est vraiment pour tout ce qu'il y a à faire comme sacrifice. C'est toutes les soirées à travailler jusqu'à 23h minuit, et passer du temps avec personne parce qu'en fait, bah, il fallait caler le sport en journée et que bah, si à un moment, ta journée de taf, elle doit être faite, hein, quoi qu'il se passe. Donc, si tu vas courir à 15h, 3h parce que tu as ta sortie longue de 3 heures à faire, qui est quand même pas rien, hein, quand tu vas faire 3 heures de course à pied, et bah derrière, le soir, quand tous tes potes ils sont en train de boire un coup, sortir ou quoi que ce soit, bah toi tu bosses. Et quand c'est une fois de temps en temps, c'est pas un souci. Mais quand c'est pendant 6 mois d'affilée, Hmm. c'est vrai que ça commence à devenir pesant. Donc ça a été surtout beaucoup d'organisation au millimètre, beaucoup de sacrifices et finalement en fait énormément d'énergie dépensée dans ça. Et au final, d'ailleurs, le chrono, tu nous as pas dit, mais t'as mis combien de temps? Bah, l'épreuve était coupée. Donc, j'ai mis 11h13, Ok, mais il manquait une partie. Donc, techniquement, avec la perte de vitesse que tu as quand tu fais une boucle de plus en course à pied, j'aurais dû faire 13 heures. 13 heures, ok. Ouais, punaise, ce qui est quand même déjà un chrono très très honorable. C'est ce que tu C'est avais, gentil, merci. la projection de 13 heures, même si l'épreuve voilà, a pas été exactement celle du format habituel à Ironman, c'est ce que tu visais à peu près, 13 heures en temps final? Ouais, c'était mon objectif. Moi, j'ai toujours été dans mes objectifs ou en dessous sur toutes mes courses. Génial, c'est beau. Trop bien. J'ai vu que tu es végétarienne également. Oui. C'est toujours le cas? Oui? J'ai vu ça sur Oui, Insta. Ouais. même plutôt tendance vegan, mais je reste flexible quand t'es à l'extérieur puisque bah, tout le monde ne connaît pas vegan. En tout cas, Ouais. tout le monde ne sait pas cuisiner vegan. Par contre, végétarien, ça commence à devenir suffisamment ancré dans les mœurs pour trouver au moins une option. OK. Comment est-ce que enfin, ça a été quoi ton histoire, enfin, comment est-ce que tu es devenue végétarienne? Est-ce que c'était par conviction? Est-ce qu'il y avait autre chose? Et d'un point de vue, justement, préparation sportive, comment est-ce que tu arrives à l'intégrer? Et en fait, comment est-ce que tu arrives à l'intégrer dans ta vie de sportive et d'entrepreneuse? C'est un peu plutôt ça la question. Alors, pour répondre à ta première question, comment c'est venu? C'est un peu un concours de circonstances. C'est l'histoire de ma vie, en fait. Mais ma petite sœur est devenue donc végane par conviction et je me suis retrouvée une semaine à manger avec elle, je ne sais plus pourquoi. Et j'ai continué à faire du sport et moi j'avais dit ok mais tu cuisines parce que je sais pas faire. Et je me suis retrouvée à avoir des problèmes de digestion en moins, donc beaucoup moins de lourdeur sur l'estomac. Je me sentais vachement mieux quand j'allais courir, en fait. Et j'ai pas forcément tilté sur le coup, je dois être honnête, ça a pas forcément été remonté dans mon esprit que c'était lié à ça. Sauf que quand je suis rentrée chez moi et bah, j'ai recommencé à cuisiner comme je savais cuisiner, et ben là, lourdeur sur l'estomac, pas bien, fatiguée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chopé un truc, tu sais, tu te demandes un petit peu. Puis c'est arrivé au cerveau, je fais, attends, mais t'as changé ta façon de manger, est-ce que ce serait pas ça? Donc j'ai refait un essai, et c'est revenu, genre, je pétais la forme, et je disais, mais c'est pas possible, ça pourrait pas être ça, à tout hasard, le hack. Et donc j'ai commencé une transition pour devenir végétarienne, et puis ensuite végane, mais vraiment par palier. Et j'ai vu bah, à la fois mes conditions de récupération, de performance s'améliorer. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Je suis plus fatiguée, j'ai plus des courbatures en permanence. Il y a plein de choses qui sortent et je suis bah faut continuer à le mettre en place en fait. Et donc bah après comment ça s'articule dans mon quotidien, ça change pas grand chose en fait. Si tu aimes cuisiner, si tu sais cuisiner, c'est juste que tu cuisines pas les mêmes aliments. Mais en fait c'est juste que tu as dans ton assiette qui est différent, mais techniquement j'ai le même quotidien que n'importe quelle personne qui cuisine et qui aime Mmh. bien passer un peu de temps dans sa cuisine. Euh, Après, d'un point de vue sportif, c'est sûr que moi, j'ai vu, d'un point de vue santé et sportif, j'ai vu des améliorations assez conséquentes qui font que je ne reviendrai pas en arrière. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Cette, transition, comment tu l'as gérée toi, du coup? C'est quelque chose qui se met en place sur une période relativement longue? C'est contraignant ou p pas vraiment? Bah, moi, je recommande que ce soit fait sur une période longue. Alors après, je suis pas nutritionniste, hein, je suis pas diététicienne, rien de tout ça. Mais moi, j'ai préféré retirer un aliment par un aliment, donc une catégorie en fait, si tu peux voir ça comme ça, et de d'attendre de savoir remplacer toutes mes recettes pour pouvoir changer.
Donc, par exemple, j'ai commencé par la viande rouge, qui était ce que j'aimais le moins. Et tant que j'avais pas remplacé toutes mes recettes, donc tu sais, tes spaghettis bolognaise, ton burger, Ouais. etc., et que je ne savais pas cuisiner tout ce que je cuisinais habituellement avec de la viande rouge, je ne retirais pas d'autres aliments. Et une fois que j'étais rodée, c'est bon, je savais cuisiner tout ce que j'aimais cuisiner, je retirais un autre aliment. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me retrouve en fait à avoir réussi à substituer euh, la plupart des aliments et être capable de les cuisiner. Parce que le problème, c'est que sinon, tu vas vite tomber dans du fast-food, ou tu vas vite tomber dans des trucs tout préparés qui sont de la grande distribution. Il y a des trucs très bien, que je continue à consommer d'ailleurs, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas bonnes, et comme beaucoup de choses de la grande distribution, et où il est préférable de savoir cuisiner à la maison. Ok. Donc, et aujourd'hui, tu disais que il y a absolument rien de contraignant. Finalement, tu as réussi, une fois que tu as tes recettes établies, tu peux trouver des aliments très simplement pour avoir une alimentation saine, équilibrée, mais végétarienne. Enfin, et Ouais, bien sûr. végétarienne Bah, plutôt. alors d'autant plus maintenant. Il y a 10 ans, je te dis pas que c'était facile. Il fallait vraiment aller dans des boutiques spécialisées. Je faisais 2 ou 3 boutiques différentes pour trouver ce dont j'avais besoin. J'avoue que c'était un petit peu chiant quand même. Maintenant, tu vas dans n'importe quel Carrefour, Biocoop, tout ce que tu veux. T'as tout ce dont tu as besoin, ou en tout cas les Ouais. basiques. Après, évidemment, demain, quand je cherche une sauce spéciale, genre, je cuisine beaucoup avec le tamari, c'est super bon. Ça, il faut que je le trouve en boutique spécialisée. Je vais plutôt le trouver chez Biocoop que chez Carrefour. Mais, et encore que certains ont des références. Donc c'est sûr que maintenant c'est extrêmement facilité. Je me sens pas du tout contrainte. Eh ben écoute, ça donne envie de creuser le sujet en tout cas, hein. J'avais déjà eu, des invités, alors, Olivier Maria en particulier qui est, céto-adapté pour reprendre le terme exact, donc régime alimentaire cétogène. Très, très peu de mais je crois non, est-ce que tu peux être cétogène et végétarien? Alors attends, ça il faudrait que je creuse, ça il faudrait que je creuse, mais bref, Je ne sais pas. ouais, je sais pas non plus. Mais en tout cas un sujet, à creuser, tu vois? Personnellement que j'ai jamais fait de test de transition ou autre, mais plus je rencontre de gens comme toi qui me parlent des bienfaits, tu vois? Cette sensation de lourdeur qui a complètement disparu, c'est quand même quelque chose qui revient très souvent. Heu Oui. et évidemment, du coup, ça donne envie d'aller essayer. On se dit: «Bah, si ça marche pour les autres, pourquoi pas le tenter moi aussi?» Donc, est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, peut-être un article ou un site que tu recommandes à des gens qui, potentiellement voudraient, s'essayer à la transition? Je crois qu'il y a un site qui s'appelle Végétarien Pratique, quelque chose comme OK. ça, qui a un nombre de recettes faramineux, qui sont bonnes, franchement, qui sont très très bonnes et qui sont pas compliquées. C'est-à-dire que tu pars pas non plus dans des délires à 4 heures de cuisine, parce que le problème, c'est que les gens passent de moins en moins de temps dans leur cuisine. Donc si tu leur dis, alors ok, pour devenir végétarien, il faut y passer 4 heures par jour, il y a Ouais, personne qui va le faire. Il faut ouais. vraiment que ce soit des choses simples qu'ils maîtrisent, et en l'occurrence, d'autant plus, c'est pour ça que je crois qu'il s'appelle végétarien pratique, c'est que c'est pratique, c'est fait pour ça en fait, c'est que des Mmh. recettes c'est de la recette familiale quoi. OK. Végétarien pratique. Écoute, j'irai regarder. Tu évoquais le, un fait qui est que les gens passent de moins en moins de temps dans leur, cuisine. D'ailleurs, ça me fait penser à un épisode que je vous mettrai en description, que je vous recommande d'aller écouter, qui était avec, Eugénie, qui est la cofondatrice de Max de Génie, qui est une société Oui, française, tu connais? Qui fabrique bien sûr. des préparations en fait, de plats, enfin des préparations sucrées et salées, et que j'avais la chance de goûter. Et effectivement, elle partageait ça aussi, le fait que bah, on passe de moins en moins de temps dans nos cuisines. Donc c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'ils ont organisé les préparations de Max de Génie de cette manière, où tu as juste à rajouter certains ingrédients et ensuite tu mets au four et boum, c'est prêt. Mais ça m'amène à une question plutôt sur la pratique du sport. Là aussi, tu vois, j'ai régulièrement des conversations avec des invités sur le sujet globalement de la place de l'activité physique pour les jeunes générations. Est-ce que ça, toi, tu as de la donnée là-dessus? Est-ce que tu as suffisamment de retours, que ce soit avec les bornés ou même Smatchy, même si tu en as encore au début de cette aventure-là? Mais est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi avec le sport, que bah, les gens ils consacrent de moins en moins de temps, que il faut que ce soit de plus en plus facile d'accès et que ça prenne de moins en moins de place dans un agenda? Alors moi j'ai un chiffre que l'on remonte d'ailleurs dans notre deck pour Smatchy, qui est le fait que euh, sur les enfants, un enfant sur deux chez les garçons et une petite fille sur trois font les recommandations de l'OMS.
Donc c'est 1 heure d'activité physique par jour, mais activité physique, il y a la marche est comprise dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment se bouger, en fait, tout simplement. Ce que j'ai trouvé extrêmement alarmant parce que je me suis rappelé, alors je sais pas, je pense que ça va te parler aussi, mais mon enfance où quand tu sortais de l'école, tu courais dans tous les sens, c'était limite inarrêtable, fallait te filer une balle, une corde à sauter, enfin fallait te faire te dépenser quoi. Il y avait ce flux d'énergie à ressortir qui était du fait qu'on était resté assis toute la journée sur un pupitre et que bah t'avais qu'une envie, c'était d'aller courir dehors. Et cette problématique, elle n'existait pas trop chez nous. Enfin, en fait, on avait de cette nature à être dehors et limite, fallait que les parents ils commencent à hausser un peu le ton pour te faire rentrer du jardin, quoi. T'avais envie de rester à jouer. Et quand tu observes maintenant ce qui se passe, malheureusement, en fait, l'accès au digital est de plus en plus jeune. Et je pense que le problème, il est là. Il est dans le fait qu'on met les enfants sur des écrans très tôt, très, 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 très tôt par rapport à nous. Et déjà, nous, je trouve qu'on y a été assez tôt, in fine. Bah, forcément, ça les enferme. Enfin, ils vont regarder, quand tu regardes un enfant qui regarde un téléphone, il regarde pas ce qu'il y a autour. Il vit pas, en fait, avec le monde, il Ouais. vit avec son téléphone. Et nous, on est pareil d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que les adultes fonctionnent de la même façon. Et donc, bah, en fait, ils courent plus dans la cour de récré. Enfin, tu regardes les cours de récré de collège maintenant. Enfin, ça ressemble pas du tout à nous, ce qu'on a pu connaître, où tu choisissais entre aller faire un basket, un foot ou je ne sais trop quoi, et tu revenais tout en sueur. T'étais limite la tannée de ton voisin parce que tu avais fait du sport. Mais ça n'existe plus. Ils sont sur leurs écrans, ils se montrent des vidéos, ils tournent des TikTok. Et c'est devenu, malheureusement, en fait, un peu un fléau pour la pratique sportive. Parce que bah, si tu ne te dépenses pas, si tu n'as pas l'habitude de bouger, tu vas encore plus la perdre. Tu sais, Ouais. c'est comme tout, ça doit être inscrit dans ton quotidien. Tu vois, moi, en cet instant précis, je marche. Alors, tu ne dois pas l'entendre parce que je fais très attention à pas faire des gros bruits, mais je suis incapable de rester statique pendant des heures et des heures assise sur une chaise. Tous les, tous les échanges que je peux faire dès lors qu'il n'y a pas une caméra, je suis en mouvement parce que c'est une habitude que j'ai depuis toute petite d'être en mouvement. Et j'ai peur que cette génération qui arrive ait tellement perdu cette habitude du mouvement. Et donc la pratique sportive, elle est incluse dans ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'étape d'après. Déjà, si tu marches pas, tu vas pas aller courir, tu vas pas aller Hmm. faire du tennis, tu vas pas aller nager. Et donc si tu as perdu déjà cette étape 1, qui est juste d'être en mouvement, bah, c'est là où tu vas commencer à avoir des gros problèmes de santé et où la société a de quoi s'inquiéter. Vraiment. Un chiffre que Nico, d'un autre épisode, décidément, c'est l'épisode où je place les autres épisodes de podcast. Mais Nico Van Den Elsken, qui est un éco-aventurier, qui fait des aventures, qui réalise des défis sportifs euh, vraiment extrêmes et qui les utilise pour en fait, pour mettre en avant des sujets, pour sensibiliser à des sujets sociétaux. Il m'expliquait que, alors je crois que c'est une étude de la Fédération française de cardiologie, il me semble, qu'en 40 ans, donc 40 ans, c'est quand même pas grand-chose, les enfants, il me semble que c'est collégiens ou lycéens, ont perdu 25% de leur capacité physique, enfin Ça me surprend pas. cardiovasculaire, ce qui est quand même, enfin c'est quand même hallucinant, juste 40 ans. Donc effectivement, je te rejoins, ça fait un peu flipper pour la suite, parce que capacité Bah, cardiovasculaire surtout que diminuée, ça a un impact sur tout en fait, tout le reste. La c'est ça. santé, Ils ont prouvé que la sédentarité avait un impact direct sur les maladies cardiovasculaires. Et au cours des 15 dernières années, on a fait un bond de 7% de sédentarité. Ça a augmenté de 30% le nombre de maladies. Donc c'est quand même énorme. Tu as 7% de sédentarité en plus, 30% de maladies cardiovasculaires en plus et diabète qui était inclus dedans. Euh, ouais, c'est pas bon signe. ouais. J'imagine que tu mets ça dans ton deck pour parler de Smatchy. Oui, oui. Ouais, limite que tu sois financé par le ministère de la Santé, ça aurait un sens franchement de soutenir l'activité sportive pour que ça coûte moins cher à la Sécu dans X années. Mais Euh, tellement, tellement. ouais, Enfin, moi, je suis jamais malade. Et alors, je sais qu'il y a aussi mon régime végétarien qui a un impact, hein, parce que bah, forcément, je mange plus de vitamines, plus de minéraux, plus de plein de choses qui font que c'est bon pour mon corps. Mais le combo, je pense, végétarien-sport est littéralement mon life savior par rapport à tout ce que bah je ouais. fais subir à mon corps et qui n'est pas sans impact, hein, parce que je fais quand même subir des choses à mon corps en termes de fatigue et de charge qui est assez impressionnant. Je sais pas si c'est le cas en France, mais quand j'habitais en Suisse,
J'avais une assurance, en gros, plus tu étais sportif, moins tu payais Moins cher. tu payais. Ouais, Non, ça n'existe pas en France. ça Si c'est quand c'était même le bien cas, dommage. je peux te dire que ce serait génial. Ouais Je et donc en payerais pas fait, très cher. l'appli était connectée à alors pour les utilisateurs d'Android, je sais pas trop comment ils faisaient ça, mais sur iPhone, c'était connecté à ton application santé, dans laquelle tu pouvais, importer des données, d'autres applications de sport type Strava, Suunto, Garmin et cetera et donc en fait, ta mutuelle, si tu le décidais, pouvait, avoir de la visibilité sur, ta fréquence, ton et l'intensité de tes activités physiques et par rapport à ça, il déterminait un niveau de forme qui avait un impact. Alors, c'était pas non plus phénoménal, mais il y avait quand même un impact sur le montant de ta cotisation mensuelle. Ce que je trouvais assez ouf quand C'est même. très intelligent. Bah ouais, grave. Tu as une incitation du coup financière à prendre soin de toi finalement. Ce qui est. Et ils ont tout à gagner parce que ça veut dire Ouais, que tu consommes moins le médecin, donc ça veut dire c'est que, clair. bah, eux, ils sont encore plus profitables. Exactement. C'est très malin. Exactement. Excellent. Alors, tu disais que tu as moins le temps aujourd'hui de préparer des formats Ironman, mais je suis sûr que voilà, avec ce que tu nous as expliqué sur ton niveau d'activité en général, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui arrivent. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur 2024, 2025 peut-être. Qu'est-ce qui arrive d'un point de vue sportif, mais aussi business? Alors pour 2024, moi je participe à l'Ironman de Nice, mais en format cette fois-ci 70.3 avec l'équipe Les Bornés. Donc Trop on bien. a monté une équipe qui est une équipe mixte. L'objectif c'est d'avoir le plus de femmes possible, évidemment dans la team, pour pouvoir représenter le projet. Et ça va être une équipe sponsorisée. Alors les gens payent leur place, hein, c'est-à-dire que et dedans tu as des packs avec soit le séjour, soit juste l'expérience. Et tout le monde porte la trifonction Les Bornés. On leur a mis à disposition un plan d'entraînement. Donc c'est assez poussé. Ça, c'est mon seul objectif sportif, parce que je sais que cette année va être une grosse année d'un point de vue professionnel. Là, nous, on est en levée de fonds avec Smatchy. C'est quelque chose qui est assez conséquent de gérer une levée de fonds. Il faut savoir que dans la plupart des entreprises, souvent, ils sont 2 à 3 associés et il y a une personne 100% dédiée à la levée. Hmm. Et les autres restent, alors quand ils sont 3, il y en a un sur la tech, un sur la sales et l'autre sur la levée. Quand ils sont 2, il y en a un qui essaye de gérer peu ou prou tech plus sales et ils essayent de se répartir en plus de la levée. Moi, je suis seule. Moi, je gère tout. Donc, c'est un sacré enjeu quand même d'un point de vue timing pour pouvoir tout caler. Et donc, c'était plus facile de gérer un 70.3 parce que je sais que je peux y aller même sans prépa et que ça joue énormément. Ok. Et pour répondre à ta question pour 2025, expansion sur l'Europe de Smatchy, donc ça va être aussi un gros morceau. Commencer à aller chercher des financements à l'international que je commence déjà, mais je pense que ça s'accentuera beaucoup, beaucoup plus sur 2025 parce que mon but c'est de pouvoir étendre le projet dans le monde et ouvrir toutes les maps. Et derrière, potentiellement participer à une autre course avec Ironman, puisque chaque année, on va sur le label avec une équipe Les Bornés. Et si j'ai le temps et la motivation, peut-être un full. Faudra voir. Ce serait lequel, si tu as le temps et la motivation? Les sables. Les sables, ok. Eh ben, ça fait quand même de sacrés milestones à venir, de gros projets. Oui, S'il y a des gens qui souhaitent te soutenir ou en tout cas suivre, tu vois, l'évolution de tout ça, donc les bornés, bon, bah, il y a le site, j'imagine, qui est quand même tout à fait. bien vivant. Smatchy, est-ce qu'on peut suivre l'actualité de l'app ailleurs que via l'app ou pas encore? Via LinkedIn, Via LinkedIn, via les ouais. réseaux sociaux, on publie quand même les nouveautés. On essaye de tenir au courant de ce qu'on met à jour, pourquoi on le met à jour, les retours qu'on a eus, etc. Donc LinkedIn ou Instagram ou Facebook, puisque Instagram et Facebook sont connectés, permettent d'avoir pas mal d'infos. Après, le meilleur moyen de soutenir, c'est littéralement de participer. Alors sur les bornés, c'est de rejoindre la team, de prendre la petite cotisation à 1 € par mois qui est vraiment le coup de pouce. Mais si tout le monde prenait le coup de pouce, ça ferait déjà beaucoup de bien au projet pour continuer à mettre en place des opérations pour la place de la femme dans le sport. Et après, bah, il y a tous les autres forfaits, les tenues, etc., qui sont aussi pour nous un moyen de financer le projet, parce que c'est uniquement à travers ça qu'on se finance. Si c'est des entreprises, bah, c'est de réfléchir à monter des programmes ensemble, parce qu'on a énormément d'idées. Et alors, bah, comme je te disais en tout début, hein, moi, les idées, c'est pas le problème. C'est de finir par trouver la bande passante pour le mettre en place. Et donc, par contre, ça sert énormément à tous mes partenaires, parce que ils me présentent leurs problématiques et je rebondis souvent sur plein de choses. Et pour Smatchy, bah, c'est télécharger l'application, c'est déposer des événements, se créer un profil,
nous remonter les choses qu'ils voudraient voir parce qu'on fait un système en fait de tickets et de votes des idées qu'on reçoit. Ah, Et trop après, bien. on implémente, tu vois, la dernière mise à jour, on a implémenté 30 retours. Alors, dans les 30 retours, il y avait des bugs, il y avait des choses qui étaient pas, voilà, c'est des choses qui sont pas carrées. Mais il y a aussi des idées ou des besoins. Donc, c'est le truc très important qu'on met en place. Et derrière, bah, pareil, encore une fois, si c'est des personnes qui sont dans une entreprise, euh, mettre en place Smatchy pour leurs salariés ou pour leurs clients, c'est un moyen aussi de soutenir le projet parce que c'est grâce à ça qu'on va se financer et qu'on va pouvoir continuer à mettre des nouvelles fonctionnalités, à payer la tech et à se développer. Trop bien. Après, je pense pas qu'il y ait de gros invests qui soient sur ton podcast, mais si le fait est qu'il y en ait, la levée de fonds, elle est en cours, donc c'est me contacter directement. Trop bien. Génial. Et ben écoute, je vais regarder ça. Donc, je me suis créé une activité, mais il faut que je crée un groupe. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Tu dirais que c'est quoi l'avantage du groupe versus mettre ses activités à la volée? Pour l'instant, il y en a pas parce que c'est vraiment la version bêta. À horizon 2 à 3 mois, tu vas avoir des nouvelles fonctionnalités apparaître sur la partie groupe et ça te permettra de pouvoir faire des événements uniquement dans le groupe et non pas ouverts à tous. D'accord. Donc, ça te donnera la possibilité en fait d'avoir ce côté un peu huis clos entre copains. Et tu auras la capacité d'avoir un chat de groupe et donc de papoter entre vous uniquement sur une application dédiée au sport, ce qui permet de sortir de tous ces groupes Facebook, WhatsApp, qui sont parfois extrêmement pressurisants quand tu es en vacances et qu'en fait, bah, t'en as rien à faire du groupe de tennis de là où tu habites parce que bah, t'es pas là. Et que tu reçois 10 messages par jour sur la conversation WhatsApp, bah là, l'avantage, c'est que ce sera sur une application dédiée que tu peux mute pendant une durée et qu'après, tu retournes et tu peux voir les prochains événements qui ont été programmés sans avoir à relire les 55 messages envoyés par les gens de l'équipe. Très clair. Mais on Ok, connaît tous, hein. c'est C'est quelque clair. chose qu'on a tous vécu. Complètement. Trop bien. Eh ben, écoute, génial. Franchement, merci beaucoup. C'était un plaisir d'en apprendre plus sur ton parcours, que ce soit sportif ou entrepreneurial, et surtout la manière dont tu jongles avec les deux. C'est toujours très intéressant de voir ce que quelqu'un arrive à faire finalement avec, enfin, j'ai envie de te dire, un peu solo. Alors, j'imagine qu'il y a plein de gens qui travaillent avec toi, autour de toi, mais in fine, dans ces boîtes-là, la personne qui est au centre de tout, c'est quand même toi. Et tu as réussi à faire des choses quand même assez incroyables en 6 ans. Donc bravo pour ça et merci d'être venu nous partager ces insights. Est-ce que toi, il y aurait peut-être un Merci message que beaucoup. tu aurais envie de faire passer à celles et ceux qui, comme toi, ont plein d'idées, mais qui, à l'inverse de toi, peut-être, Mhm. n'ont pas encore osé passer à l'action pour plein de raisons différentes? Alors, en effet, bah, c'est de se lancer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon moment. Il n'y en aura jamais. Ça, c'est bien un truc que j'ai appris, c'est ça. Et surtout auprès des femmes, l'entrepreneuriat féminin, il est encore très peu représenté. Il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de problématiques à être une femme entrepreneur. Moi, je le vis au quotidien. Il faut avoir en effet les reins plus accrochés que les hommes. C'est triste à dire, mais c'est une vérité. Euh, mais ça va changer, ça va évoluer, c'est comme tout. C'est-à-dire que c'est la même chose que quand j'étais végétarienne il y a 10 ans versus maintenant. Je t'ai dit qu'il y a 10 ans, c'était galère de trouver des trucs et maintenant, c'est facile. Bah, ça va être la même chose pour l'entrepreneuriat féminin. C'est-à-dire qu'il y a une phase où c'est dur parce que bah, il faut que le monde de l'investissement, par exemple, s'acclimate à notre présence et qu'ils se disent oui, on peut investir sur des femmes, elles vont nous faire des entreprises rentables et elles ne vont pas me cracher tout ce qu'elles touchent parce que bah, il y en a encore beaucoup qui ont cette vision assez triste des femmes. Mais ça va aller que en s'améliorant. Donc, il faut se lancer, il faut essayer, il faut s'accrocher. Et tous ceux qui, de toute façon, ne suivent pas, il faut se dire que c'était une bonne chose parce que c'est comme tout. Ça veut dire que ça aurait été une épine dans le pied un peu plus tard. Hmm. Génial. Bah écoute, super message. Il y a quasiment 50% de l'audience qui est une audience féminine sur les frappés, donc je suis sûr que ce message Parfait. portera assez fort. Merci encore Maud pour ton témoignage et puis bah écoute, hâte de voir le développement de tout ça et promis, je vais continuer à mettre mes activités dans Smatchy. Donc il y aura Génial. quelqu'un qui anime l'app du côté d'Aix-en-Provence. Voilà. S'ils veulent faire du sport du côté d'Aix, ils savent où aller les chercher. Exactement, exactement. Merci beaucoup Maud. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet échange avec Maud jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura donné envie, pourquoi pas, de vous lancer dans vos propres aventures
entrepreneuriale. Quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. De manière générale, si vous souhaitez soutenir les frappés, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez tout simplement vous abonner sur votre plateforme d'écoute, laisser une note ainsi qu'un commentaire. Vous pouvez également rejoindre Tipeee, je vous le disais en introduction. Tipeee, c'est un site de soutien participatif. Donc vous pouvez, à partir de 1 € par mois, soutenir financièrement le podcast pour me permettre de couvrir une partie des frais de fonctionnement. Et au-delà de ça, de faire de cette activité plaisir mon métier de demain pour continuer à vous faire rêver et à vous proposer du contenu audio qualitatif. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on part naviguer avec un marin qui s'apprête à prendre le départ du légendaire Vendée Globe.